Elles ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiées, voire statufiées. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétarien? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Axel Bauer. J'ai voulu tout chavirer, mon espoir s'est échoué. J'en ai marre de ramer, la détresse a pollué l'océan de mes pensées. Et cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Et cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. Tout le monde en a parlé à retrouver Axel Bauer dans le 9e arrondissement de Paris. L'auteur de Cargo de nuit vit près des lieux mythiques du rock français. Il y avait le Rose Bonbon qui a fermé, il y a le Gibus qui existe encore, et puis il y a le bus Palladium. Même l'Olympia, il a été déplacé de quelques mètres. Alors, c'est plus l'Olympia. Vous vous rendez compte, on appelle ça la campagne à Paris parce qu'il y a un arbre qu'on voit dans la rue quand même. Mais pour nous, Parisiens, ça fait quand même la campagne. Les gars dans les campagnes doivent se marrer. Hein. Bah, joli ça. Direction un magasin de guitares aux allures de musée. Tout ça, c'est des vieilles guitares en fait. Elles ont toute une histoire. Il y en a qui datent des années 40, 50. Facile? Voilà, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Hein. C'est beau ça, non? Cobra. Cobra. C'est une guitare, je crois, des années 70, ouais. Mais c'est... Oui, ça a de la gueule, comme on dit. Ouais. C'est un scarabée. Un scarabée désaccordé, mais un scarabée quand même. Et voilà. Une belle guitare ici. T'as des clients? Oui. Ouais. Encore. Eh ben c'est bien. Il y a encore des gens qui veulent jouer de la guitare. À bientôt. À bientôt. Salut. Le chanteur a maintenant rendez-vous avec l'écrivain Gilles Lotte. On lui doit la biographie de Johnny Hallyday. Avec lui, Axel coécrit la sienne. Comment ça va, Salut camarade. Putain, t'as un beau chapeau. Hein. Moi, j'ai vraiment été bien impressionné par ton style d'écriture qui... Non, ça m'a surpris, c'est vrai. Je m'attendais pas à ça. Venant de toi, ça me touche. Il y a une vraie énergie énorme. C'est que des histoires très rock'n'roll et qui sont aussi spirituelles. On est un peu pareil tous les deux. En fait, on est issus du rock'n'roll des années 70. Lui, il est plus Johnny Hallyday, moi je suis plus Léo. C'est marrant parce que j'en ai parlé à Johnny hier soir, je suis allé le voir dans sa loge. C'est un des meilleurs gratteux de l'Hexagone. Putain de compliment, quoi. Ouais, tu sais que Axel Bauer, c'est un grand guitariste. Mais c'est quand même moi qui ai la voix la plus rock'n'roll de la Terre. Au revoir, Gilles. Axel rejoint à présent son ingénieur du son. Comment ça va, partenaire?
I really like what you're doing, man. You know, it's fucking great. Really. Ensemble, ils écoutent les premières maquettes du prochain album d'Axel. Ça me plaît beaucoup. C'est vrai qu'avant, on voyait des consoles avec plein de boutons, etc. Maintenant, on regarde la télé et puis on s'amuse. Et on s'amuse, en fait. On s'amuse aussi, ouais. Près de 30 ans après Cargo, souhaitons à Axel Bauer qu'il retrouve le même succès. Et maintenant, la lumière se rallume sur Axel Bauer. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors Axel, vous êtes né à Paris le 7 avril 1961, enfance musicale dans une famille musicienne. Votre grand-père tenait l'harmonium à l'église, votre grand-mère jouait du piano, votre tante était une concertiste classique de renommée internationale qui interprétait Eric Satie au Carnegie Hall. Alors, votre père, Frank Bauer, batteur de jazz amateur, c'est lui qui avait organisé le premier festival de jazz à Paris après la guerre avec Miles Davis, Charlie Parker, Oscar Peterson et son pote Django Reinhardt. Et votre premier émoi musical, c'était à l'âge de 4 ans. Votre père avait ramené à la maison Oscar Peterson. Vous êtes assis sur ses genoux quand il joue sur le piano familial. Et là, vous sentez les vibrations de la musique qui traversent son corps. C'était une expérience de se retrouver sur les genoux de ce gros bonhomme comme ça qui jouait sur le piano familial et qui me suait dessus à gouttes d'eau. Et quiconque connaît Oscar Peterson en train de jouer sait qu'il fait des sons en même temps que de jouer. Il fait des comme ça et je sentais dans sa poitrine le son du blues en fait. Il m'a communiqué quelque chose de sa passion en fait de la musique. Alors votre père, c'est un sacré bonhomme, hein. Conscient très tôt du danger nazi, il quitte la France en 1940 pour rejoindre De Gaulle à Londres. Et après quelques missions, il est engagé à la BBC. Et c'est le premier à dire, ici Londres, les Français parlent au français. Oui, avec Pierre Dac, Jean Oberlé, enfin les grands résistants. Mais effectivement, il présentait l'émission de la BBC. C'est fou. Et en juin 2010, à Londres, vous étiez avec votre père, invité par Nicolas Sarkozy pour la commémoration de l'appel du 18 juin. Oui, c'est vrai. C'est génial. Alors, vos parents vous mettent au piano à l'âge de 6 ans. Vous préférez la batterie, mais il y a des voisins, donc c'est un peu compliqué de jouer de la batterie. Et à 12 ans, vous tombez dingue de la guitare lors d'un concert des Who. Non, mon père, c'est lui qui m'a initié même à la musique rock. En fait, je sais même pas comment il avait entendu parler des Who, parce que. Mais il est arrivé un jour dans ma chambre avec 2 tickets pour les Who, et on s'est retrouvés. On s'est retrouvés tous les deux. Mon père était plus vieux, il avait 50 ans, et on était au milieu de hordes de hippies comme ça qui nous poussaient parce que c'était le truc, c'était de rentrer gratos, quoi. Donc on s'est retrouvés acculés contre un mur comme ça, et finalement on est rentrés et on a vu les Who et c'était une révélation pour moi. Alors votre père vous en avait donc amené voir les Who, et quand il quitte la maison, la musique reste votre lien affectif à tous les deux, quoi. Mon père, il est d'une autre époque. Il m'a eu à 42 ans, donc il est vraiment de l'ancienne génération. Il est aussi de la génération où les enfants parlaient pas à table. Les enfants étaient des choses. Jusqu'à l'âge de 18 ans, ils commençaient à avoir un peu une sorte d'intelligence qui commençait à poindre. Mais par contre, on avait effectivement ce lien par rapport à la musique. Ouais. Alors quand vos parents se séparent, vous êtes envoyé en pension chez les curés à Pontoise, à Saint-Martin-de-France. Là, c'est une rupture affective totale, évidemment, pour vous. Et vous dites, la guitare a été l'instrument de ma survie. Directement, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai demandé à ma mère de m'acheter une guitare. Elle m'a acheté un truc injouable avec les cordes à ça du manche. Et le soir, dans le dortoir, je me mettais sous la couverture et j'apprenais la guitare. J'ai un magnétophone à cassette avec Johnny Winter et j'essayais de relever la guitare, les solos. Il y a un prof de trompette qui m'a appris à l'accorder. C'était le seul moyen pour moi de supporter ça, quoi. Ouais, de supporter ça. Très mauvais souvenir là-bas, même des tentatives de viol.
l'homosexualité était très présente dans la pension, donc je me suis inscrit à l'atelier photo. Et donc on a été prendre quelques photos avec 2-3 gars, ils ont éteint la lumière et je me suis retrouvé au sol, plaqué au sol par les gars, et il y en avait un qui faisait des pompes en se frottant la bite contre moi, et donc ça a été fini la photo, je lui ai foutu un pain et je suis sorti. Alors la première fois que vous vous retrouvez sur scène, c'est la fête de l'école avec votre groupe, les Nice Birds, et vous reprenez des morceaux des Stooges, d'AC/DC, mais en fait, vous avez tellement bu pour chasser le trac que vous ne vous souvenez plus du tout de cette première performance. On devait avoir 16 ans et j'avais pas vraiment bu beaucoup de whisky dans ma vie, et juste après la balance, on a été dans un bar pour attendre l'heure du concert, et il y en a un qui a dit un whisky, puis l'autre a dit ouais, allez, un whisky. Et ce qui fait qu'on est rentré sur scène complètement ivre-mort. Moi, je crois que j'ai joué dos au public. Je pense, je voyais plus rien. Et tous les mômes c'est la grande période des verres, tu sais, avec Rocheteau et tout ça. Et tous les mômes allaient retourner leur chaise vers le fond et ils gueulaient « Allez les verres, allez les verres ». Alors à la fin des années 70, vous décrochez votre bac, vous inscrivez à une école préparatoire pour les beaux-arts, mais surtout vous achetez votre première vraie guitare, une Gibson Les Paul, que vous échangerez contre une vieille Stratocaster série L à Dakar. Qu'est-ce que vous foutiez à Dakar? J'ai suivi ma mère qui allait, elle travaillait pour l'hôtel Méridien, et il y avait un Méridien à Dakar, donc, et là effectivement il y avait un groupe qui jouait dans l'hôtel, et le guitariste du groupe m'a dit « Elle est pas mal ta guitare ». Moi je voyais qu'il tirait des bons sons de sa guitare, on a joué un peu ensemble, et à la fin on s'est échangé carrément nos guitares. Il m'a filé je savais pas que c'était une série L, en plus une série L c'est une guitare qui vaut une fortune maintenant. Mais il me l'a filé dans des sacs en plastique, alors que moi, effectivement, je venais de m'acheter une Gibson Les Paul toute neuve, et j'ai fait ce truc-là. On a échangé, j'ai flashé sur le son de cette guitare. Alors à l'époque, vous jouez aussi en studio avec des petits groupes, vous écrivez des chansons, et un jour vous compilez 4 titres sur une cassette pour faire le tour des maisons de disques. C'est votre morceau qui intéresse. Et Philippe Missire de Mondio Music, label distribué par Vogue, vous demande d'autres titres, parmi lesquels il y a l'ébauche du couplet de Cargo de nuit. Je pense que j'avais un désir de signer, mais ça a pris tellement de temps. En fait, Philippe me demandait toujours de revenir avec des nouveaux titres. Et puis un jour, effectivement, je lui ai amené ce qui était le couplet de Cargo. Et là, il m'a dit, bon, je vais le faire écouter à mon partenaire, Michel Elie. Voilà. Alors Michel Elie, il écrit les paroles et vous envoie en studio tout de suite, quoi. Oui, on s'est retrouvés. En fait, il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur le texte de Cargo, essayaient de trouver un texte. Puis rien ne nous satisfaisait. Et je crois que c'était le 14 juillet, on est partis chacun de notre côté avec un papier, un crayon. Et le texte de Michel était vraiment bien. C'était le texte de Cargo, voilà. Et on l'a enregistré direct. Alors, malgré l'insistance de Vogue, vous refusiez de raccourcir le morceau, qui faisait 4,45, parce qu'à l'époque, c'était tout le temps 3 minutes. Vous avez tenu bon, hein. Faut dire que Radio 7, Énergie, ont joué le jeu. C'est le début des radios libres. Ils ont besoin de morceaux comme ça, étendards, qui font la différence avec, on va dire, la vieille programmation de variété de l'époque. Et ça nous a effectivement bien aidé. Mais c'est surtout le public, je vais te dire, qui nous a bien aidés, parce que le premier passage de Cargo, qui était sur Radio 7, je crois qu'il y a eu 500 personnes qui ont appelé pour demander qu'est-ce que c'était. Alors là-dessus, il y a eu le clip de Mondino. C'est le premier clip français programmé sur MTV. C'était un peu une galère de faire un clip au début, parce que les clips, ça n'existait pas, en fait. Donc on a été voir Léon Cabas, au départ, qui était le patron de Vogue. On lui a expliqué qu'on voulait faire un truc. Il nous a regardé, bon, on était déjà disque d'or, alors... Il nous a écoutés, il a dit combien. Bon, il a filé un peu de thunes pour qu'on fasse le truc. Ensuite, il y avait l'Octet, qui était un truc du ministère de la Culture. Et là, on faisait des petits déjeuners très très bons les matins. Il nous demandait un storyboard, mais Mondino ne faisait pas de storyboard. Et en fait, chaque petit déjeuner se terminait invariablement par le mec de l'Octet me disant... Est-ce que tu viens ce soir à la piscine? Parce qu'ils étaient tous homo. Ah oui, d'accord. Et finalement, on a bien compris que si je passais pas à la casserole,
il n'y aurait pas d'argent de l'octet. Donc on a fonctionné sans eux, on est parti. Alors là, vous devenez célèbre. Quelles ont été les réactions de votre entourage devant votre célébrité? Mes copains se sont séparés de moi. Parce que j'avais trop de succès avec les filles, qu'on se retrouvait à table comme ça avec des filles et... même si je me mettais en retrait, dès que je disais tu peux me passer le sel, il y avait 3 mains de nanas qui se tendaient et donc les autres étaient écœurés, ils se disaient on peut pas lutter. C'est une période fantastique, mais en même temps voilà, on se retrouve de plus en plus isolés et on se rapproche des gens qui vivent la même chose que nous. Ouais. Et votre maman, comment elle a réagi? Bien, elle était fière. Et votre père? Ouais, lui m'emmenait à la photocopieuse pour faire un autographe pour avoir des réducs. Ah d'accord. Avec les médias, ça s'est bien passé, non? Je crois, oui. Vous aviez la cote, vous aviez la carte. Ouais. Vous avez gagné de l'argent? J'ai gagné un peu d'argent avec Cargo à ce moment-là, d'ailleurs. Énormément, en fait. Ça me paraissait énorme. Et puis j'ai commencé un album et Léon Cabas a mis en faillite et puis il m'a redemandé la somme que j'avais gagnée finalement pour garder mes bandes de mon premier album. Tu vois, donc finalement j'ai pas gagné lourd à ce moment-là. À la sortie, Cargo, c'est une opération blanche pour vous? Pratiquement. Ouais, pratiquement. L'amour, on n'en parle pas, donc vous aviez un succès phénoménal. Oui, mais c'était pas de l'amour. Hein. Oui, le sexe. Des expériences. Ouais. Vous en avez profité? Oui. Surtout que j'étais plutôt très timide. Donc là, c'est quand même une situation vachement bien. On n'a pas trop à faire le premier pas. Et donc oui, il fallait que je fasse un peu mon éducation sexuelle aussi. Ouais. Quel était le meilleur moment de toute cette époque, Cargo? Je crois que tout du long, parce que c'était une découverte permanente. Il y a des épisodes, il y a des anecdotes, mais d'abord on a été très soudés avec Michel Elie, Philippe Missire, Jean-Baptiste Mondino. Il y a eu des belles rencontres. Crouchet, qui était le DJ des bains, pour qui j'ai produit ses singles, etc., qui était un pote. J'ai rencontré plein de gens intéressants aussi. Mick Jagger, que je rencontre un soir et qui me dit j'adore ton truc, c'était un bon moment. Et peut-être le pic du truc, ça a été cette émission de télé où j'entends dans ma loge un Anglais qui râle parce qu'on lui a perdu sa guitare et j'en ai marre de l'entendre et je prends justement ma Strat et je sors dans le couloir et je lui colle la guitare comme ça dans les bras. Et je lui dis, vas-y, mec, nous fais pas chier, fais ton truc avec celle-là, elle est géniale. Et là, je lève les yeux et c'est Roger Daltrey. Oh putain. Des Who. Et Roger Daltrey des Who. Ça renvoie à 74. Ça me renvoie à 74, à pourquoi je fais de la musique. Et tout d'un coup, le gars regarde la guitare et il me dit, yeah, it's fucking good guitar. Tu vois. Et on commence à discuter. Et comme il devait me rendre la guitare, il a regardé ma prestation avec Cargo. Ça lui a plu. Et 2 semaines après, il appelait mon manager pour reprendre la chanson. Donc, commencer par être un môme qui va au concert des Who, qui se dit putain, c'est génial. We won't get fooled again, quand même. Les mecs étaient là, on y croyait. We won't get fooled again. On se fera plus jamais baiser la gueule. C'était un sacré message. I'm free. My Generation. My Generation. Et là, moins de 10 ans après, je rencontre Daltrey et il reprend ma chanson. Il n'y a pas plus beau cadeau. Top. Meilleur moment. Alors, Cargo se vend à 700 000 exemplaires. Mais, bon, je ne vais pas le dire comme ça, mais il paraît que les usines tournaient la nuit. D'accord. Et donc, le vrai chiffre serait 1 800 000. Ensuite, Fantasme, 200 000. Avant Jessie, 60 000. Bon, évidemment, difficile de refaire un succès comme Cargo. La maison de 10 fait faillite. Et là, le rêve est un peu terminé. Non, j'étais pas inquiet. Tout ça avait été très vite. C'était très surprenant. Le problème, c'est que vous avez été catalogué dans ce personnage un peu querelle, Fassbinder, le marin en cuir, etc. Vous dites, ce titre a conditionné ma vie. Après Cargo,
c'était impossible pour moi d'imaginer une suite à Cargo. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, les gens attendaient une suite à Cargo, paquebot de jour ou radeau du soir. Mais quoi que je fasse derrière, je pense que ça n'aurait pas marché. D'ailleurs, j'ai dû attendre 10 ans avant de faire un truc. Ouais. Alors, il y aura d'excellents morceaux par la suite. Effectivement, Éteindre la lumière est un morceau formidable, vraiment excellent. Ça vous ramène d'ailleurs sous les feux de la rampe à ce moment-là. À ma place avec Zazie. Très mal accueilli parce que formaté bizarrement, quoi. Ouais. Au début, c'est vrai que on n'a pas été très soutenu dès le début par les radios. Ensuite, ça a suivi, mais comme tous les trucs que j'ai fait, Éteindre la lumière, la maison de disques ne voulait pas le sortir. Ouais. Cargo. À ma place sera quand même dit que ça meilleure jamais. chanson francophone 2002 au Energy Music Award, et maintenant c'est devenu un classique. Mais c'est vrai, quand c'est sorti, c'était compliqué, voilà. C'est le public qui l'a porté en fait. Oui, mais tous les trucs que j'ai faits, c'est toujours le public. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque Cargo? Non. Non. C'est comme une expérience, un apprentissage, mais non, je suis pas. D'ailleurs, je vis pas dans le passé, donc. Vous avez de la rancune contre des gens? Si je veux être parfaitement honnête, ce Léon Cabat dont je parlais tout à l'heure de Vogue, ouais, c'était pas génial ce qu'il a fait quand même. Ouais. Il s'est pas super bien comporté, quoi. Non. Il vous a repris le pognon de Cargo, et après il a fait tourner les usines la nuit. Disques, voilà, ouais. Et en plus, il y croyait pas. Ouais, oui. Donc, ouais. c'est pas la classe. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Axel? Moi, je suis un intuitif, donc j'avance comme ça. J'avance avec ce que je sens, et en me retournant en arrière, je comprends pourquoi ma vie a été comme ça, et pourquoi elle est un peu en dents de scie, et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc chacune de ces choses m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, et aujourd'hui, je me sens mieux qu'avant, donc je ne regrette rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe quand vous allez mourir? Si j'ai un lion de gouttière. C'est très bien. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Axel. Merci, Thierry. J'accueille Marc Toesca. Salut et bonsoir les petits clous. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, le mercredi est consacré au top 30, au top des albums, des cassettes et des compacts. Et dans cette semaine réservée exclusivement au must de l'année 1987, je vais vous révéler dans quelques instants le top des tops du top 30, le top des tops des albums, des cassettes et des compacts. Un top 30 qui a démarré le 18 mars 1987. Regardez bien, ce sont les 30 albums de l'année. Tout le monde en a parlé à retrouver Marc Toesca sur son lieu de travail à Monaco sous le soleil. C'est vrai que pour aller au boulot, c'est quand même déjà plus agréable. C'est mieux que le périph'. L'ancien animateur du Top 50 a monté sa propre maison de disques et désormais son horizon professionnel. Il le regarde avec vue sur mer. La mer, c'est vital. Mais la mer, elle est dans mes gènes, donc j'ai même plus besoin de la regarder, quoi. I'm waiting for you, yeah. No problems. You go on your left. Après avoir été le monsieur classement des ventes, Marc Toesca souhaite aujourd'hui lancer des artistes. Pharmacie Automobile Club and you arrive at 25. C'est Koh-Lanta leur truc. Hello. Oh. It's a team, it's a band. Nice to meet you, guys. You have a CD? Can I listen to the song on CD? Ce matin, il a justement rendez-vous avec un groupe anglais de hip-hop qui se souvient parfaitement du Top 50. Yazoo, yeah. On peut bosser là ou bien? La concurrence est rude et Marc tient à conserver ses secrets de fabrication. Tous les midis, à l'heure où Monaco bouillonne d'activité, Marc Toesca, fan de triathlon, fait du jogging en compagnie d'un ami pour le moins connaisseur. Je vous présente Laurent Urban, qui fait partie de l'organisation du triathlon de Monaco. Et c'est un peu à cause de lui si j'ai repris la course à pied. C'est un enfer de courir avec lui. Mais bon, comme je cours un petit peu plus vite, des fois quand il est chiant, je le lâche. Voilà. Voilà, on appelle ça les amis.
Marc a maintenant rendez-vous au prestigieux Opéra Garnier de Monte-Carlo. Il y retrouve l'un de ses artistes. L'entrée des Art Twist. Mako va se produire ce soir en première partie de Pete Doherty. Vous avez vu le planning à peu près comment non, ça se passe? Non, on n'a pas vu le... Je l'ai affiché là. Donc on essaiera de faire un soundcheck là. 18h30, ok, d'accord. Ouais, problème. Okay. Marc Toesca, qui est en charge de Mako. Enchanté. Salut. Enchanté. Je m'occupe de Peter. D'accord, enchanté. Chacun sa croix. Voilà, ça croit sa manière. L'Opéra Garnier est beaucoup plus impressionnant que le plateau du Top 50, mais Marc Toesca est ici comme chez lui. On va faire la balance maintenant, puisqu'ils ont terminé. Ok. Ça pose pas de problème. Pas de soucis. Comme ça, après la radio, on est... Tu as vu avec Yves? Ouais. Yves? Ouais. C'est bon si on fait Mako maintenant? Pas de problème, il y a Guy qui est parti. Ouais. L'idée s'approche. Bah super, je cherche le backline. Enfin moi oui, j'ai toujours un peu la pression parce que pour moi j'ai jamais le track. J'ai vraiment jamais connu le track, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai le track pour mes artistes. Et quand je rentre dans une salle comme ça, je me prends plein la gueule, je me dis mais comment ils vont faire quoi? Comment ils vont faire? Et puis voilà, ça se passe bien quoi. C'est génial. Un hot rod de luxe, ça te va ou pas? Super. Je vais le chercher. Super. C'est un... On est bon pour toi? Ouais. Les répétitions sont également l'occasion pour Marc de nous montrer ce qu'il a au bout des doigts, la musique qui lui trotte dans la tête et, avouons-le, de se faire plaisir. Quelques heures avant le début de la représentation, Marc et son artiste sont attendus sur l'antenne d'une radio locale pour annoncer le concert de ce soir. Le producteur est sur un nuage. Je me graffais tout à l'heure. Ça va les amis? On est à l'antenne, hein, je te signale. Ah bon les amis? Bah oui, c'était marqué silence. Hein. Bah oui, voilà. C'est comme à la maison. Excusez-moi. Habitué des studios radio, c'est également comme spécialiste de la musique que Marc intervient ce soir. Juste un truc pour finir la réponse à Nicolas. Je crois qu'on n'a jamais autant consommé de musique qu'aujourd'hui, que ce soit... on la consomme différemment. On la consomme différemment, mais on n'a jamais écouté. Voilà, il y en a partout. Tu prends un jeu vidéo, tu prends la télé, tu prends la radio, tu as de la musique partout. Merci Mako, bravo, merci d'être passé, bonne chance. Merci à vous. Et merci mon cher Marc. Merci de nous avoir reçus, c'est vraiment sympa quoi. Les petits clous sont bien rangés, souhaitons-lui que ses productions musicales occupent les premières places du Top 50. Et maintenant, la lumière se rallume sur Marc Toesca. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 20 octobre 1955 à Nice, où vous grandirez. Votre père était conseiller clientèle pour une marque de voitures françaises, laquelle? Peugeot. Et votre mère vendait des parfums où? Aux Galeries Lafayette à Nice. Alors, vous êtes d'abord scolarisé à l'école communale du Château, puis au lycée Ségurane et Roland-Garros. Tout jeune déjà, vous êtes passionné de musique et votre argent de poche vous sert à acheter des disques. Alors, le premier que vous avez acheté, c'est Let's Spend the Night Together, des Stones, à 9 ans. Pas mal, quoi. J'avais entendu ça un dimanche chez des amis de mes parents, chez qui on avait été déjeuner. Il y avait des grandes filles qui avaient 17-18 ans, donc des vieilles pour moi à l'époque, et qui écoutaient ce truc en boucle, et j'ai adoré, surtout la phase B, Ruby Tuesday. Ah ouais, c'est génial. Voilà. Alors, votre premier contact avec les médias, c'est la création d'une radio pirate, juste après la frontière avec l'Italie, à Bordighera. Les émetteurs sont tournés vers la France. C'est Radio Continental qui émet de Menton à Cassis, en gros, quoi. C'était vraiment une radio pirate, puisqu'on a failli tous finir en prison, mais bon, ah oui, voilà, quoi. C'est un peu comme Radio Caroline, quoi. C'est un peu comme Radio Caroline, ouais. Et vos potes vous demandent de venir faire la programmation parce que vous avez une collection de disques extraordinaire. Voilà. La nuit, La nuit. Et ça se terminera très mal puisque le matériel sera saisi par la police, quoi. Bah oui. Parce qu'en plus, à l'époque, il y avait un flou artistique sur les législations des radios FM. En France, il n'y avait pas d'FM. On avait 3 radios, non France 4. Inter, Europe, RTL et RMC. Et dans le Sud, on recevait que RMC et un petit peu Inter. Donc, il y avait un flou juridique. Donc, rien ne nous interdisait de prendre une radio italienne et de diffuser en français. Mais le jour où on a commencé à piquer des auditeurs, notamment à Radio Monte-Carlo, voilà, on a été bipé et puis on a été...
Alors, cette expérience qui vous fait remarquer par RMC, vous participez à un concours d'animateurs, parce qu'à l'époque, il y avait des concours d'animateurs. Présenté par Jean-Pierre Foucault, d'ailleurs. Et voilà. Et vous commencez donc à RMC Côte d'Azur. Ouais. Bah, c'est-à-dire que ce qu'on faisait sur la radio FM en Italie, on nous a demandé de le faire sur RMC. C'est-à-dire que RMC a créé une FM et on était une bande de jeunes loulous à monter cette radio. Dans la bande, il y avait Christian Borde, Moustique, il y avait Chabat, voilà quoi. Belle écurie, quoi. Alors, un an plus tard, on vous entend sur les grandes ondes dans Disco Club. Alors, effectivement, c'est la grande époque d'RMC avec Jean-Pierre Foucault et puis Pierre Lescure, directeur des programmes. Ouais, il y avait aussi Albert Mathieu qui était responsable de la programmation. Qui était à Canal après, d'ailleurs. Et qui a été à Canal aussi. Ouais. Alors voilà, quand Lescure part créer Canal Plus à Paris, il emmène vous, Chabat, Christian Borde alias Jules-Édouard Moustique, et vous prenez la présentation du Top 50 en 1984. Ouais. Le premier Top 50, c'est le 4 novembre 1984. Et le premier numéro 1, c'était... Je sais pas. Peter et Sloan. Ah, putain. Ouais, comme tu dis. Ah, ouais. Ah, d'accord. Ah, bah oui. C'était la grande surprise. Inoubliable. Ouais, non, c'est inoubliable, surtout parce qu'à l'époque, bon, Canal, c'était De Greff, Lescure, enfin, les mecs qui ont créé les enfants du rock. Et ils se sont retrouvés avec une émission quotidienne qui bastonnait du Peter et Sloan à longueur d'émission. Ça devait bien le faire chier, Lescure. Ouais, je pense que ça les faisait bien marrer aussi, quoi. À l'époque, il y avait encore deux classements, parce qu'il y avait encore Groucho et Chico sur Antenne 2, et puis en fait, voilà, le Top 50 est vite devenu la référence, quoi. Les meilleurs sont restés. Et voilà, les meilleurs sont restés. Alors tout ça au cœur des débuts de Canal, hein, c'est-à-dire que tout est à inventer, vous inventez des tas de trucs, quoi, ces bouts de ficelle. Hein. Enfin, quand tu regardes les émissions, le Top au tout début, en fait c'est une émission de radio avec des caméras fixes. On veut toute l'équipe du Top venait de la radio. Moi j'arrivais de la radio, j'avais jamais fait de télé avant. Les mecs, le réalisateur venait, Laurent Villevieille venait de la radio, il était réalisateur de Gildas, je crois à l'époque, des matinales. Les cadreurs avaient fait des stages de réinsertion pour être cadreur. L'éclairagiste, pareil, devait être au garage, il a fait un stage, il est devenu éclairagiste. Donc on était une bande de mecs qui arrivaient de la radio, on a eu tout de suite ce langage radio. Et quand tu écoutes les jingles, les remontages... Oui, les virgules sonores, voilà, s'inspiraient des jingles de la radio. C'était une émission de radio, quoi. Moi, j'avais 20 secondes pour m'exprimer, pas plus, voilà, quoi. Alors vous dites, on faisait pas de la télé, on faisait Canal+, quoi. C'était un langage différent, c'était des gens différents, même les gens eux-mêmes étaient... humainement, c'était un autre monde, quoi, vraiment. Une vraie révolution. Alors, avec vos chemises à fleurs improbables et votre célèbre slogan « Salut les petits clous », vous devenez une star. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les petits clous, parce que les gens écrivaient « marteau SK ». D'où les petits clous, c'est idiot, c'est bonnet, mais c'est resté dans c'est resté comme un slogan, langage, quoi. Exactement. Tout le monde s'en souvient encore. Ouais, c'est une marque déposée aussi. Ah, oui. Parce qu'il y a un mec qui fabriquait des t-shirts dans le sentier qui a voulu piquer le truc, ouais. Alors, cette célébrité est arrivée très vite, finalement. Bah, immédiatement. Hein. Je crois que ça a été l'émission qui a le plus cartonné le plus vite. Voilà. Ça a été vraiment une référence. D'ailleurs, chaque fois qu'il y avait des soucis dans la grille, on mettait des petits bouts de Top 50. Donc, quelle a été la réaction de votre entourage à ce moment-là? Pas grand-chose. Bon, parce que c'était Canal, c'était pas vraiment une chaîne de télé comme les autres. Tout le monde ne la recevait pas à l'époque. Et mes parents à Nice ne le recevaient pas, par exemple. Et pas mal de mes potes ne recevaient pas le Canal+. Ça, c'est dur. Donc il a fallu un peu de temps. Enfin, il y a eu une préparation psychologique avant de me voir vraiment à la télé. Avec les médias, comment ça s'est passé? Plutôt pas mal. Bah, dès que ça marche, généralement, avec les médias, ça va bien, quoi. Au début, ce qui était un petit peu troublant dans l'histoire, c'est que les premiers articles sur Canal, c'était oui, on va voir. Parce que bon, on s'est fait dégommer dès le départ. Malgré tout, il y avait pas, tout le monde n'était pas là à dire c'est une nouvelle chaîne, ça va être magnifique. C'était plutôt le contraire. Mais il y avait des articles qui disaient oui, alors on va voir des gens dont on ne connaît pas les noms, des Marc Toesca, des machins, des trucs. Il y avait un petit côté. La droite était très contre Canal. Didier de Mitterrand. Ouais, Fabius aussi à une époque. Hein. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Non, mais l'argent, on n'était pas dans le trip contrat, machin truc. Non, le premier salaire, c'était 15 000 balles de l'époque. Voilà, 2250 €, quoi, en gros. Et sur le plan amoureux, ça vous a rapporté des conquêtes, tout ça, Marc? J'étais déjà fiancé. J'avais une petite fille quand j'ai commencé le Top 50, donc j'avais déjà une vie relativement rangée. Mais j'avoue que si j'avais voulu, je me serais bien régalé, quoi. Mais bon... tout de suite. Quel a été le meilleur moment de cette époque? La création, les débuts, parce que moi j'avais 27 ans, 28 ans quand on a créé Canal, donc un monde nouveau, et puis surtout, encore une fois, les gens qui ont créé la chaîne, il y avait une intelligence du public, une intelligence des programmes, une intelligence une vraie culture, et puis une vraie curiosité, quoi. C'était des mecs...
tu avais l'impression de découvrir un truc, vous connaissez l'album depuis 3 ou 4 mois, le dernier film que tu as vu, il avait vu il y a 6 mois, le dernier bouquin, il avait lu 1 an avant, donc il y avait cette curiosité, puis il y avait aussi cette motivation, parce que les mecs nous disaient déconner, rigoler, les gens vont déconner avec vous. C'était ça, et puis à l'époque, c'est vrai qu'on nous disait, tu bosses à Canal, tu dois te marrer, alors qu'aujourd'hui, tu bosses à Canal, qu'est-ce que tu dois prendre comme thune, quoi. Non, mais c'est vrai que la perception n'est pas du tout la même, quoi. Le pire moment de cette époque? Il y a un jour où j'ai été très malheureux, c'est la mort de Balavoine, au mois de janvier 86. Balavoine était quasiment numéro 1, et bon, c'est un mec que je commençais à connaître et fréquenter. Ça a été vraiment un moment très difficile. Je parle du top 50, je parle de cette période-là, mais sinon, l'émission en elle-même, à la fin, ça devenait difficile parce que je n'avais un peu marre. Et voilà, en 91, vous décidez de quitter le top 50. Bruno Solo, Yvan Le Bolloc prendront la relève. Hein. C'est quoi, l'usure? Ouais. L'usure, c'était 7 ans de top, 6 émissions par semaine. Et puis il s'est passé un truc entre 89, 91, toutes les FM ont disparu. Elles ont été rachetées par les grands réseaux de radio. Et la musique a commencé à s'uniformiser. Et on sentait vraiment... ça devenait vraiment partout la même musique, la même chose. Et le top, et je ressentais ça dans le top, quoi. Je commençais vraiment à m'emmerder, quoi. Vous ne sentiez plus en phase? Non, il n'y avait plus, et puis il n'y avait plus les surprises, quoi. Le début du top, quand on regarde les premiers classements, bon, il y a Peter Sloan, il y a Licence 4, mais derrière il y a Cure, il y a David Bowie, il y a Prince. C'était ça qui était marrant. Mais c'est ça, mais sur la fin, c'était fini. On avait un Jordi dur d'être un bébé, et derrière il y avait 49 Jordi, quoi. Donc l'époque, musicalement, c'était plus du tout la même chose, quoi. Vous ne deviendrez pas chanteur. Hein. Vous avez fait une tentative en 87, mais le single n'a jamais été présenté, jamais de promo. Vous l'avez gardé un peu pour vous, ce single? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai monté un studio avec des potes, et pour roder le studio, on a fait ce chef-d'œuvre. Mais il y a un clip, hein, j'ai vu un clip. Enfin, on avait tourné un truc pareil avec l'équipe du Top 50 une nuit. On s'est dit, allez, on fait un clip, question de s'amuser un peu. Et... En fait, vous dites, j'étais comme un hémophile dans une usine de lames de rasoir. C'est une très jolie formule. Sympa, un petit peu, ouais. On ne reviendrait pas animateur non plus. Pourtant, vous avez fait 4C+, avec Chabat pendant 3 ans, parallèlement au Top 50, une émission que vous aviez bricolée en 3 jours pour De Greff, qui passait l'après-midi pour les enfants. Qui passait à 17h pour les jeunes. Avec Alain, l'idée nous est venue un week-end. On a travaillé avec Jean-Louis Cap, qui était réalisateur le dimanche, et le lundi, l'émission était à l'antenne. Premier invité, Jean-Jacques Goldman. Le décor n'était pas sec, et quand on s'est levé, on avait tous ces traces de peinture dans le dos, quoi. Voilà, c'était Canal, quoi, c'est l'esprit Canal. Mais en fait, donc vous êtes devenu ni chanteur ni animateur. J'étais une sorte de couteau suisse, parce qu'à l'époque, en 85, j'ai couru 2 fois le marathon de New York, et Canal prend les droits du marathon de New York. Et Billetterie m'appelle, il me dit, t'as couru le marathon de New York? Je fais, ouais, 2 fois. L'année dernière et l'année d'avant, on a les droits, donc on va faire le 2h30 de direct. Tu vas partir à New York et tu vas commenter le marathon. Oh, bah d'accord. Mais Canal, pour moi, la télé, c'est ça, quoi. La radio, c'est pareil. Dire la possibilité, le pouvoir d'aller un peu partout, de toucher un peu à tout, quoi. Ça n'existe plus. Je sais. C'est pour ça que je suis plus là, d'ailleurs. En fait, vous devenez producteur. D'abord, vous faites des documentaires sur le sport, d'ailleurs, puis des images aussi de sport extrême, et puis des disques. Vous produisez des disques avec Monte Carlo Records, qui est quand même un titre très glamour. Ouais, et puis le bureau aussi est très glamour. Vue sur la mer, c'est plutôt agréable. Ah oui, donc ça bonne vie. C'est plutôt pas mal, Et je pense qu'il y a pire. Alors, vous avez eu quand même beaucoup de mal à décoller l'étiquette du présentateur du Top 50. C'était carrément l'horreur. L'horreur? Ah oui, dans le sens où, quand j'ai monté la boîte de prod, que j'allais proposer des projets à des chaînes de télé, tout le monde faisait référence au Top 50. Et puis finalement, on disait, c'est pas mal ton truc, mais une émission musicale avec un classement, ce serait pas mal non plus. Quoi. Mais c'est même dans la tête des gens. Quoi. Je sentais que les gens voulaient, enfin le public me voyait toujours en présentateur du Top 50. Quoi. Vous avez souffert de ça? Au début, ça m'a un peu agacé. D'ailleurs, j'ai complètement zappé la période et je voulais plus du tout en entendre parler. Et puis avec le temps, voilà quoi. Les plaies se referment, mais après, voilà quoi. Au contraire, aujourd'hui, je trouve ça très attachant. Voilà. Vous êtes nostalgique de l'époque du Top 50? Non, j'ai pas de nostalgie, non. J'ai de la tendresse quand je vois les images de l'époque ou les photos de l'époque. J'ai beaucoup de tendresse pour le mec chevelu avec un sourire d'ange. Puis les musiques de l'époque, c'est plutôt rigolo. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? C'est un accident.
Voilà. Donc, j'ai pas eu la volonté de le faire. Ouais. Tout est arrivé un peu par hasard. Ouais. Voilà. Donc, je laisserai faire le hasard, je sais pas. Ouais, voilà. Vraiment, je sais pas. Peut-être que j'arrêterai avant. J'attendrai pas 7 ans avant d'arrêter le top 50. Ah ouais. Je pense, ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Comme Jésus sur la croix, salut les petits clous. C'est bon, ça. T'es très heureux de rallumer la lumière sur vous. C'est très Merci. gentil, Thierry. J'accueille Jean Saint-Josse. Quand je vois tous ces candidats à la présidentielle, la plupart sont anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens ministres. Ils vont nous expliquer ce qu'ils veulent faire dans 1 an ou dans 2 ans. Mais ils ne feront rien, parce qu'ils n'avaient qu'à le faire quand ils étaient au gouvernement. Alors je trouve que c'est une grande duperie. Moi, je n'ai pas de prétention. La prétention que j'ai, c'est de défendre les délaissés, les exclus, arriver à mettre une grande loi d'aménagement du territoire, afin que le service public, élément de cohésion territoriale, élément de cohésion sociale, soit ouvert à tout le monde, alors qu'aujourd'hui, nos grands cadors de la politique sont en train de nous expliquer qu'il faut le démanteler. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean Saint-Josse à Coarraze, sa commune natale des Pyrénées-Atlantiques. Je regrette de vous recevoir avec la pluie, mais ça, on ne décide pas. Depuis une semaine, Jean ne dort que d'un œil. En tant que maire, il est très préoccupé par les pluies diluviennes qui s'abattent sur sa région. Il scrute dans la presse le compte-rendu quotidien des dégâts. Merci. Allez, ciao. Jean Saint-Josse démarre sa journée d'élu local par quelques courses au marché, l'occasion pour lui de saluer ses concitoyens. Oui, c'est vrai. Bien, je vais prendre ça. Très bien. Fais ça avec. C'est un homme sympa, jovial, convivial. Il a toutes les qualités. Toutes les qualités. 9h et toujours sous une pluie diluvienne, Jean se dirige vers sa mairie pour présider une réunion de chantier. Et ses conseillers, il les chouchoute bien. Vous faites tout ici, Jean? Oh, chacun met la main à la pâte. Quand l'un n'est pas disponible, c'est l'autre qui le fait. Pas de problème. Jean Saint-Josse met un point d'honneur à développer et moderniser la commune de son enfance. Château d'eau et qui traverse tout le foyer. Mais après, tu as aussi les églantines à côté. Tu as les deux. Mais c'est... Bon, on va sur le terrain alors. Allez. Il nous emmène sur le terrain, constater l'avancée des travaux qu'il a planifiés avec ses conseillers. Ça fait un peu mal au cœur quelquefois parce qu'il y a des symboles qui s'en vont. Mais de l'autre côté, il faut quand même vivre son temps, hein, c'est-à-dire la modernité est quelque chose d'important aujourd'hui. Donc on prévoit pour les générations qui viennent. Coarraze, c'est toute la vie de Jean Saint-Josse. Je suis né là, au bout de la rue, il y a 67 ans. Je pense que je vais y mourir, donc j'aurais fait une vie complète ici, à Coarraze, et une bonne partie de ma vie au service de la population. Avec les pompiers et les responsables du service technique, il va maintenant faire un état des lieux des dégâts occasionnés par la pluie sur les bâtiments et chez les habitants. Avec le mauvais temps. Eh bien, ouais. Là, la catastrophe. Ouais. C'est bien plus. Dans le cortège, il y a Marcel, conseiller municipal et vieil ami. Depuis quand je connais Jean? Depuis qu'on jouait au rugby ensemble il y a quelques décennies. Et pour parler de son ami, Marcel emploie un terme pour le moins déroutant. Il est cabourut. Cabourut? Cabourut, ça veut dire un peu têtu. C'est-à-dire quand il a quelque chose dans la tête, il fait en sorte d'arriver au bout. Et c'est à la fois une qualité, mais c'est à la fois un défaut parfois. Direction le siège de la communauté de communes, dont Jean Saint-Josse est le vice-président. Il doit trouver comment développer les entreprises et les emplois dans sa région. Bon. Nous avons une réunion de la commission économique du développement économique une fois par mois. C'est toujours difficile d'aller chercher les entreprises. L'ancien candidat de chasse, pêche, nature et tradition est pour les zones industrielles, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes très attachés à notre terroir. Et nous voulons garder d'ailleurs une identité territoriale. Et nous voulons la défendre. Nous sommes les gens du cru, quoi. Allez, bonne journée. Développement, emploi et tradition, ça sonnerait presque comme un nom de parti politique.
maintenant, la lumière se rallume sur Jean Saint-Josse. Bienvenue sur le plateau de Jean Apparaît. Salut Jean. Alors, vous êtes né le 24 mars 1944 à Coaraz, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Votre père, Lucien Saint-Josse, était bonnetier itinérant, c'est-à-dire qu'il faisait le tour des marchés avec sa camionnette, c'est ça, quoi? Oui, marchand de forêt. Votre mère, Valentine, femme au foyer, elle s'occupait de ses enfants. Et c'est à 6 ans qu'avec votre père, vous attrapez le virus de la gibecière. Vous dites, mon nez ne dépassait pas la vigie de la palombière, mais j'ai eu là mon premier grand frisson. C'est une révélation, bon. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais. Surtout que c'est au mois d'octobre. Ouais. Le vent vient de l'Est, il est frais, il fait beau, et on attend les oiseaux. Voilà, et là... Ah, c'est le pied. Alors, à part ça, quand vous êtes étudiant à Pau, vous pratiquez le rugby, vous êtes demi-mêlée, alors je comprends pas, vous mesurez quoi, 1m70, non? Demi-mêlée et demi-ouverture. Et après, demi-ouverture à Lourdes. Oui. Pas mal. Oui. Vous êtes obligé d'arrêter parce que c'est un accident au genou. Hein. Ouais. Alors, bientôt, c'est pas seulement le rugby que vous êtes obligé d'arrêter, mais ce sont aussi vos études. Vous ne serez jamais journaliste parce que votre frère meurt à 19 ans et vous êtes obligé de reprendre l'affaire de votre père, en fait. C'est les aléas de la vie. Hein. Ouais. Je crois que... Et puis c'est une autre époque. Là, on ne discutait pas. On ne discutait pas, et puis il y a une prise de conscience familiale qu'il y a moins aujourd'hui. Ouais. Et donc on ne se donne pas le choix. Et il faut assumer. Donc vous arrêtez le droit et vous vous retrouvez bonnetier itinérant. Oui. Ça n'a pas dû être évident quand même. C'est une belle école. Ouais. Ouais, quand il faut se lever à 5 heures et qu'il faut aller travailler sur le marché et aller chercher les clients, c'est une bonne école. Ouais. C'est une école de vie, ça vous apprend pour le restant de vos jours. Pour la politique, les marchés, c'est important. Exemple. Hein, oui. Voilà. Alors ça marche bien, votre concept, c'est le sur-mesure au prix du prêt-à-porter. Évidemment, tout le monde peut être d'accord. Hein. Oui, c'est-à-dire que j'ai arrêté les marchés, j'ai acheté une boutique, et puis une seconde, et j'avais mis en place ce concept parce que c'était l'époque où on commençait à parler de franchise, franchisé, franchiseur. Ouais. Donc c'était dans cette optique-là que je voulais le faire. Alors ensuite, vous vous lancez dans la radio et vous montez plusieurs stations énergie dans le sud-ouest de la France. Oui. Pas mal. Oui, Baudecou m'avait fait confiance. Il y avait Max Guazzini à l'époque aussi. Oui. Donc ce sont des relations anciennes et fortes. Ouais. Et on a monté plusieurs stations, Pau, Lourdes, Mont-de-Marsan. Alors, votre premier acte politique, c'est le serment de Pau contre une directive européenne sur les périodes de chasse. Là, vous réunissez quand même 10 000 chasseurs avec vous. Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on s'est mis une poignée de copains et on a écrit à toutes les sociétés de chasse du sud de la France sans savoir s'ils allaient venir ou pas venir. Nous l'avons fait avec nos deniers et la surprise a été qu'il y avait 10 000 personnes. Et à partir de là, vous commencez votre ascension dans le monde ruraliste jusqu'en 1989 où vous fondez Chasse, Pêche, Nature et Tradition et vous faites 4,3% aux européennes. Oui. Et 10 ans après, en 99, vous faites 6,77%. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est qui prouve bien qu'il y avait une attente à cette ruralité. Vous savez, il y a 36 664 communes en France, 80% d'entre elles ont moins de 2000 habitants et n'ont jamais de représentants. Parce que s'il y a 80% du territoire où il n'y a que 20% d'individus, les politiques ne sont pas intéressés, il n'y a pas assez de voix. Bon, donc il fallait bien qu'on se révolte un jour ou l'autre. En 2002, vous êtes candidat à la présidentielle. Vous faites une campagne plutôt bonne franquette. Hein. Il n'y a pas de décor dans vos meetings. Il n'y a pas de stratégie de communication. Enfin, c'est très simple, quoi. Oui, c'est le cœur qui parle. Ouais. Mais on avait des foules considérables, quoi. Moi, il était fréquent de rassembler 5-10 000 personnes dans un meeting. Ouais. Et toutes tendances confondues. Avec une ambiance et un enthousiasme, une volonté. Même parfois, ça faisait peur, parce qu'il ne fallait pas susciter trop d'espoir non plus, parce qu'il faut être mesuré dans des choses. Mais on ne l'était pas trop, parce qu'on en voulait trop, quoi. Alors là, vous êtes le candidat de la France rurale, la France profonde, contre les écolos de tout poil, les énarques parisiens, les technocrates bruxellois. Vous devenez un symbole, d'une certaine façon. On défendait des idées. C'est pas comme aujourd'hui où on défend les places, quoi. Là, on cherchait à défendre les idées. On se souciait même pas de savoir si on serait élu ou pas. Le problème, c'était de dire ce qu'on avait sur le cœur.
On a dit que vous étiez populiste. En fait, vous dites oui, si être populiste, c'est être près du peuple, je suis populiste. Hein, oui, voilà. bien sûr. Alors, on vous a aussi traité de poujadiste. En tous les cas, vous n'avez jamais été proche du Front National. Ah non, jamais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que votre femme, qui est espagnole d'origine, était responsable du service IVG à l'hôpital de Pau. Donc c'est sûr que ça colle pas trop bien avec les théories du Front National. Et votre beau-père est réfugié politique antifasciste sous Franco. Oui. Donc vous auriez du mal à être Front National quand même. Oui, surtout que ma femme avait été enchaînée avec son service par des extrémistes au service des IVG. Elle avait d'ailleurs déposé plainte. Ah, oui, oui. Donc vous ne pouvez pas être extrémiste, parce que sinon quand vous rentrez à la maison, vous faites engueuler. Non, il n'en est pas question. Il n'en a jamais été question. Voilà, c'est pas envie de vous faire engueuler en rentrant. Et puis vous êtes pour le Pax. Oui. Vous dites, si ma fille revient avec une copine à la maison, je ne vais pas la mettre à la porte. Non, c'est ma fille. Ouais. Alors je ne vois pas pourquoi j'accepterais ma fille et que j'accepterais pas les autres. Ouais. Ça paraît ridicule. Je crois qu'il y a des choix de vie, chacun est libre. Enfin, en tous les cas, vous avez été très aimé des gens. Vous faisiez des tabacs sur les plateaux de télévision, je me souviens. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. D'un seul coup, c'était une parole venue d'ailleurs, un discours différent. Je ne préparais rien du tout. Ouais. Ça sortait comme ça venait. Vous parliez avec votre cœur. Ouais. Voilà, avec le cœur. Mais je pense que si les politiques on ne les prend pas comme il faut aujourd'hui, c'est parce que tout est préparé à l'avance. Bon, il ne faut pas dire ce mot plutôt que l'autre. Non, une question, une réponse. Voilà, et puis il arrive ce qui arrive. Alors, quand il y a eu cette campagne, là, vous êtes devenu assez star finalement. Quelles ont été les réactions de votre entourage? C'était la première conférence de presse qu'il y a eu à Paris. Mes filles sont venues, j'ai 4 filles, les gendres, ma femme, et j'ai expliqué aux journalistes que j'étais candidat et que ceux qui étaient au fond de la salle n'étaient à rien dans cette affaire-là. Ouais. Avec les médias, ça s'est bien passé? Très bien passé. J'aimais bien les journalistes, de toute façon. Ouais, bah vous vouliez être journaliste. J'en aurais fait mon métier. L'argent, ça vous a coûté du blé, cette campagne? Pas du tout. Mais il ne faut pas oublier que, contrairement aux idées reçues, la campagne des présidentielles, quel que soit le score, est remboursée. Ah oui? Oui, c'est pas le 5%. On n'est pas dans des élections législatives ou des élections européennes. Là, il se raconte n'importe quoi. Alors, par contre, ce qu'il faut, bien entendu, c'est faire un emprunt. Ouais. Parce qu'on prête personnellement au candidat. Ouais. Ça ne peut pas être une association qui... Bon. Dites-moi, alors, avec les jeunes journalistes politiques, là, il n'y a pas eu des histoires quand même, non? Pas... À quel sujet? Sujet amoureux? Oh non, vous n'avez jamais eu de tentation, je veux dire? Oh non, je vois pas. Vous passiez beaucoup de temps à Paris, tout ça, dans les télés, dans les radios, tout ça. Mais j'ai pas le temps. Ah ouais? Ah non. Vous n'avez pas été... Ah non, j'ai jamais aucun problème. Vous n'avez pas craqué, quoi? Non, non. Quel était le meilleur moment de toute cette époque? Moi, j'avais eu un moment très fort pour la campagne des présidentielles. Au dernier meeting à Toulouse, les gens de mon village m'avaient fait la surprise de venir avec 5 ou 6 cars, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, là, c'était... Ça, c'était émouvant. Ouais. Et le pire moment de cette époque? Le pire moment, ce sont les tractations qu'il peut y avoir ici ou là, quoi. Les tractations, vous voulez dire avec qui? Avec les différents partis. Tout le monde, si vous faites des voix, vous êtes intéressant. Ouais. Alors, on vous promet monts et merveilles. Vous avez fait 4,23, mais de toute façon, vous avez été obligé d'appeler à voter Chirac parce qu'il y avait Le Pen en face. Donc, sinon, vous auriez appelé à ne pas voter? Il est difficile à dire une fois que c'est passé. Ouais. On s'était imaginé au départ que le fait d'avoir un pourcentage de voix, et dans la mesure où le score serait serré, on pourrait peut-être imposer un certain nombre d'idées à l'un et à l'autre, aux deux derniers. Ouais. Bon, et après, on aurait vu ce qu'on aurait fait. Bon, le cas ne s'est pas présenté, donc il est difficile de le dire. Alors, en 2007, vous ne vous présentez pas, c'est Frédéric Nious qui se présente. Il fait 1,15, alors que vous avez fait 4,23 quand même. Hein. Comment expliquez-vous son échec? Moi, j'avais toujours prôné l'indépendance du mouvement. Ouais. Dans la mesure où il y a 2 tours, c'est l'indépendance du mouvement. Après, s'il y a un second tour, bon, on peut toujours voir, par rapport aux uns et aux autres, comment on peut faire une alliance. Mais ça veut dire que déjà, au départ, vous avez votre personnalité. Vous êtes vous. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, 2002, la campagne, quand vous étiez reçu sur les plateaux de télévision. Ah oui, mais ça, oui, non, mais bon, c'est une page, hein. Ouais. Bon, j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Ouais. Je passe les pages. Vous avez de la rancune contre quelqu'un? Non. Non, j'ai pas de rancune. Ça a dû vous faire des coups pourris à l'époque, quand même. Oui, mais j'oublie. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui, une fois qu'ils ont tourné la page, ont tourné la page. Ouais. Parce qu'autrement, on va se rendre malade toute la vie. Oui. Vous comprenez?
Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Jean? Je referai ce que j'ai fait. Puis je me pose pas la question. Hein. Ouais. Ah, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Mère de Coiraz, j'ai toujours dit que je suis né au village, je vais mourir là. Vous voulez qu'on marque Sigy le maire? Pas Sigy. le nom, et puis Mère de Coiraz de telle année à telle année. Voilà, c'est tout. Sigy, j'aime pas. D'accord, vous voulez pas de Sigy? Non, je veux pas de Sigy. On s'en souviendra. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière de Sang Rouge. Merci Thierry. Merci beaucoup. J'accueille Emmanuel Gaume. Alors Gustavo, vous avez un cou lifté de tueur. Est-ce que vous pouvez montrer comment c'est? Allez. Parce que vous êtes aussi réputé pour le cri que vous faites. Ah ouais, le cri. Apprends-moi le cri. Ok. Non? Ok, vas-y, encore. Ok. Tout le monde en a parlé à retrouver Emmanuel Gaume à Paris dans les locaux d'Arte. Bonjour, je viens du bureau d'Émilie Dejon, qui est responsable ici à Arte des programmes culture. En fait, depuis 3 ans, je présente les événements musique en direct, donc les folles journées de Nantes, les grands festivals, voilà. Et puis j'ai un peu mal au dents aujourd'hui. Malgré une rage de dents, l'animatrice enchaîne aujourd'hui les rendez-vous en compagnie de Coco, son chien. Par hasard, c'est la réservation nom de Gaume? Oui. Super, merci. Allez, hop. Le deuxième rendez-vous se déroule dans la société de production avec laquelle Emmanuel tourne une série de documentaires sur les mégapoles du monde entier. Alors on va aller voir ensemble les derniers tournages de Prochain Arrêt. Donc on va voir les montages de Rio. Parce que j'ai passé un peu plus de 2 semaines là-bas il y a un mois. Et puis on va discuter un peu de la suite des événements, parce que là je reviens de Los Angeles et je pars samedi, donc dans quelques jours, à Pékin. Et comme j'ai la chance de voyager en famille, c'est ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est d'emmener avec moi ma petite fille de 8 ans et mon mari qui nous suit. Et du coup, Pékin, j'y vais 5 jours avant pour moi. Moins sous le feu des projecteurs, Emmanuel mène une vie plutôt privilégiée. La jeune maman globe-trotteuse vient visionner les dernières images tournées, c'était à Rome, et on est désormais bien loin de l'actu people qu'elle présentait sur TF1. C'est le monsieur qui a mixé le film de Léon. Il était une fois en Amérique. On va y arriver. Tu vois, là, on est devant le film, en fait. C'est rigolo. Devant le film de Léon. Tu sais, c'est ce que j'adore avec cette émission, c'est que quand je revois les trucs, je me dis, waouh, on a fait tout ça, on a rencontré tous ces gens, on a été dans tous ces endroits. Ouais, c'est dingue, c'est comme un rêve, quoi. Ouais. Entre 2 tournages, comme c'est le cas aujourd'hui, Emmanuel profite de son passage à Paris pour revoir ses amis. Dès que je repasse par Paris, on se débrouille pour se faire un déj, un déjeuner, un dîner, enfin bref. Tiens donc. Des amis, des vrais, qui de toute évidence font peu de cas de sa célébrité cathodique. En tout cas, au plaisir de vous retrouver. Pas de télé parce que personne ne la regarde. C'est la pote qui te ramène jamais un truc qui prend la poussière d'un pays étranger. Ça, c'est formidable. L'homme à sa droite, c'est son mari et le père de son enfant. Donc je crois que ça lui correspond bien aussi, cette idée de voyage, de pouvoir découvrir d'autres cultures, rencontrer des gens. Je crois que c'est important pour elle, c'est de rencontrer des gens. Le dernier rendez-vous est à la fois professionnel et très personnel. On va faire du shopping, mais pour l'émission. Je vais donc chercher des vêtements pour faire ma petite valise pour Pékin. Ça y est, ça ou pas? Et la boutique de quartier a remplacé les grandes marques du temps où elle arpentait les tapis rouges. Voilà, t-shirt, la chemise. Super. On voit rien. En plus, on voit rien. Ok, donc ça, c'est bon. Allez. Allez, on y va. Super contente des achats. Allez, viens mon coco. Chut. À la maison, on va faire les valises. C'est bientôt l'heure du départ. Emmanuel prépare ses affaires. Elle n'emmène que le nécessaire, avec une place particulière pour ceux qui l'aident en cas de coup dur.
C'est du chocolat en fait. Été! J'ai fait des tas de trucs qui me faisaient pas forcément rêver pendant des années en télé. Et là, je suis au cœur de ce que j'aime. Non, ça a pas l'air, hein, mais c'est roots. Pour Emmanuel, chaque valise fermée et poussée à l'autre bout du monde est un pas de plus, loin des chaînes privées qui l'ont lancé. Allez, en route pour Pékin. Et maintenant, la lumière se rallume sur Emmanuel Baume. Emmanuel, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci Thierry. Alors vous êtes né le 28 septembre 1968 à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, dans un hôpital militaire. Votre père était médecin militaire, mais enfin plus médecin que militaire quand même. Ouais, puisqu'il a profité de mai 68 pour se casser de l'armée. Ouais. Mais en fait, c'est l'histoire d'un gosse qui était enfant de troupe, tu vois. Donc il a dû toutes ses années d'études au militaire. Donc il a été obligé de rendre ses années d'études à l'armée. C'est un gosse qui a il s'est cassé. Voilà, exactement. Alors, vous n'êtes pas un très beau bébé, hein, Emmanuel, il faut dire Non, les choses. un genre de Shadok. Voilà, oui, c'est ça. Votre mère vous appelait le Shadok. Ouais, c'est ça, ouais. Vous habitiez près du zoo de Vincennes, il faut dire en même temps. Ah oui, en même temps. C'est peut-être du mimétisme. Alors, vous avez 6 mois quand votre famille déménage pour Annecy, où vous vivez votre enfance dans une maison remplie de livres, entre une mère passionnée de musique classique et un père qui vous traîne dans les expos avant même que vous ne sachiez marcher. Quelle chance, non? Ouais. C'est vrai, c'est un vrai bol. C'est ce qui vous a formé le goût, finalement. Oui, et puis comme c'est 2 autodidactes eux-mêmes, puisque ma mère, elle est fille de gens de la campagne, on va dire. Et mon père, il est fils de gendarme, donc on ne peut pas dire que ce soit des gens qui ont été baignés dans la culture. Ils sont venus à la culture quand ils étaient adolescents et puis jeunes adultes. Ils ont vraiment eu envie de nous faire ce legs-là très tôt. Donc tout petit déjà, il y a la musique, il y a la danse, il y a les expos, il y a tout ça, c'est incroyable. Quand j'y pense, c'est un cadeau phénoménal, quoi, énorme. Ça a marché. C'est le plus beau cadeau qui m'ait fait. Ouais, non, vraiment. Alors, votre passion à vous pour la musique naît à l'âge de 13 ans, quand vous voyez un film de Jean-Pierre Melville qui s'appelle Les Enfants Terribles. Ouais, d'après Cocteau. Et là, vous découvrez les concertos pour piano de Bach, et d'un seul coup, c'est une illumination pour vous. C'est ça, je peux te les chanter si tu veux. Ah bon? Non, mais c'est vrai, c'est un choc. Alors, vous faites aussi de la danse et de l'équitation. Truc de fille, quoi. Ouais, en sport-études, vous aviez beaucoup d'énergie, en fait. Ouais, je faisais 17 heures de danse par semaine et je montais à cheval quasiment tous les jours parce que j'avais les haras nationaux qui étaient juste en bas de la maison. Alors, après le bac, vous faites 1 an d'hypocagne. Ouais. Quand j'y pense. Et là, vous montez à Paris. Ouais. Quel soulagement. Ouais. Quand vous arrivez à Paris, vous vivez comment? Ben, je vis sur le périph', tu vois, porte d'Orléans. Le périph', il monte, là, il y a le pont pour aller à la cité universitaire. Il y a d'affreux HLM, là. Je suis au premier étage, c'est... Ah oui, d'accord. Ah, tu vois, ça me donne envie de me sortir de là assez vite. Oui. Tu vois? Alors là, vous faites les FAP, l'École française des attachés de presse. Quand j'y pense, Et vous avez votre premier boulot, attaché de presse dans une maison de disques, mais vous n'aimez pas le patron. Ah non. Qu'est-ce qu'il avait, ce patron? Ah, il était con. Il était laid, il était con, il n'avait rien pour lui. Vous ne le supportez pas? Salut. Et vous, en fait, vous détestez faire des concessions. Ah ouais, je peux pas. Voilà, c'est ça votre problème. Bon, non, c'est pas un problème. Bah si, parce que vous partez. Ah, oui. Et en fait, après, quand on regarde un petit peu votre carrière, vous restez jamais longtemps au même endroit, quoi. Vous partez souvent. Vous êtes... Ouais, j'ai besoin d'être libre et bien. Voilà. J'ai besoin qu'on me respecte, j'ai besoin que... Voilà, quoi. Donc, tu vois, des trucs de base, quoi. En mai 1993, après avoir découvert le chômage, les entretiens d'embauche, vous vous retrouvez en train d'animer les matinales de France Musique. Vous êtes à votre aise, là, ça va? Je suis à mon aise, je suis la plus jeune animatrice de la maison de la radio, à ce poste-là, sur le 7-9. C'est France Musique. Bon, c'est assez incroyable pour moi, parce que je suis fondue, mordue de musique classique, mais en même temps, je ne suis pas une spécialiste, j'ai pas fait d'études. Je n'ai pas de doctorat en musicologie, rien de tout ça. Donc, c'est une fierté incroyable. Le 7-9, quoi. Et c'est là que votre sœur envoie une photo à Antoine Decaune, qui anime Nulle part ailleurs, et qui, chaque soir, prend une inconnue différente pour faire la météo. Ouais, c'est ça. Et ça marche. À l'époque, ils veulent pas de gens qui travaillent dans les médias. Donc je vais au casting et je dis je suis fleuriste, en fait. Voilà, et je sors du casting, je dis mais ma pauvre fille, pourquoi t'as été raconté que tu vends des fleurs? Et je sais pas pourquoi, mais pendant une demi-heure, j'ai raconté mon métier de fleuriste. Et donc il me rappelle, et je dis à son assistante, écoute, j'ai menti, c'est pas possible, je fais le 7-9 sur France Musique. Et donc on dit, ça m'intéresse beaucoup, une jeune femme qui connaît bien la musique classique, fait l'avenir.
Et voilà. Donc vous faites la météo, hein. Ouais. Et ça marche d'autant mieux que Michel Field vous remarque dans cette unique météo Incroyable. et vous embauche pour faire des chroniques musique classique dans le Cercle de Minuit C'est sur ça. France 2. Ouais. Ça se passe très bien avec Field. Ouais, ça se passe très bien, ouais, c'est un mec bien. Ouais. Enfin, c'est un mec qui est comme moi, c'est-à-dire, enfin, il n'est pas issu de là. Ouais. Je crois que c'est une espèce de volonté de puissance, Ouais. un désir de changer sa vie qui le conduit à la télé. Donc on a une espèce d'énergie en commun comme ça. Voilà qu'on. Ça se passe bien entre vous, mais vous repartez pour aller animer Matin Express le 7-9 de M6. Pourquoi? Parce que je veux pas rester son assistante toute ma vie. Je suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de faire ma vie, d'exister par moi-même, de faire mes trucs à moi. Quoi. Sauf qu'M6, c'est épouvantable. Vous dites, sur M6, j'ai vécu le pire de la culture téloche. Ah oui, c'est très con. C'est vraiment la culture con, quoi. En fait, c'est une vérité. Je te jure qu'au bout de 2 ans, j'ai du mal à aligner les sujets, les verbes et les compléments. Ouais. C'est qu'en plus, on est vraiment, tu sais, dans la culture clip, dans la culture rap. J'adore le rap, hein, c'est pas le problème, mais il y a un moment où tout le monde parle n'importe comment. Et je me retrouve dans des dîners, tu vois, parce que je suis un peu schizo, j'ai toujours ma vie dans la musique classique. Et je me retrouve dans des dîners le soir, très chic, et j'ose plus prendre la parole. Tellement j'ai l'impression que mon langage, il s'est délité en 2-3 ans. Et là, je me dis, au secours, il faut que je parte de là. Au secours, donc vous partez aux écrans du savoir sur France 5 et après sur France 2, donc vous rejoignez De Chavannes pour faire Téléquanon. Ouais. Ouais, qui est un flop Ouh là absolu. là là là. C'est quoi cette émission? C'était très con. Très con. Ah ouais, c'était très con. Ah ouais, c'était très con. Tu sais, c'était le genre d'émission où j'avais Carmousse pas loin qui me faisait respirer de l'hélium là pour me faire une voix débile. Pour avoir la voix, ouais. Tu vois, waouh. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, voilà, non, c'était débile, quoi. Ouais. Moi, mais ça n'a pas duré très longtemps, je crois. Hein. Ouais, bah non, j'ai essayé l'émission de peut durer tenir, très hein, longtemps. mais j'ai pas pu. Là, vous vous retrouvez avec moi sur Rive Droite, Rive Gauche, donc sur Paris Première. Hein. Ça a duré combien de temps? Pas longtemps? Écoute, une petite saison, je crois, ou 2 peut-être. Très mal payé. Hein. Ah oui, Paris Première, bah oui, très mal payé. Tu vois, chez De Chavannes, super bien payé, c'est débile. Chez toi, génial, mais alors payé des cacahuètes. Quoi. Paris Première. Donc, faut trouver autre chose. Eh ben Arthur, c'est le tour d'Arthur. Vous avez tous fait, hein. Après, c'est Arthur, donc vous retournez sur TF1 pour une chronique aux enfants de la télé. Elle est bien, cette émission. Oui, c'était très bien, les enfants de la télé. Vous étiez très bien dedans, d'ailleurs. Ouais, puis j'avais une chronique géniale. Il fallait que je retrouve les premières émissions des personnalités de la télé d'hier, d'aujourd'hui. C'était vachement bien. Alors là, ça se passe très bien, mais vous quittez encore. Ah non, je reste. Vous restez pour faire exclusif. C'est-à-dire vous restez dans le même groupe, je suis en démol. Voilà, oui, absolument. c'est ça. Voilà. Bah ouais. Exclusif avec Frédéric Joly. Ce qui était vraiment bien, c'est que c'était le premier JT People. Donc c'était une aventure. Ouais. C'était marrant de le faire. C'est drôle, ça marche bien. Bon, voilà quoi. Voilà, donc là, TF1, et vous partez. Au bout de 2 ans, je sais pas pourquoi. Je pars parce que ça fait 2 ans. Parce que c'est fait. Parce que j'en ai marre d'écrire tous les jours des conneries sur les people de la... Voilà, c'est ça en vérité. Ouais, c'est que j'écris tous mes machins tous les jours, alors j'arrive le plus tard possible pour que ça prenne le moins de temps possible. À côté, tu sais, j'ai toujours ma vie musique. J'anime des concerts jeunes publics dans tous les orchestres de France et de Navarre. Enfin, voilà, il faut bien... gagner, ça fait pète. Alors vous quittez TF1 pour Canal+, où avec Thierry Dujon et Philippe Vandel, vous animez Nulle part ailleurs. Là, c'est une espèce de consécration quand même, non? En fait, j'ai du mal à parler comme ça. Pour moi, non, c'est pas une consécration. Ah bon. Mais c'est De Greff, voilà. Donc c'est Alain De Greff, on s'était croisés quand j'avais fait ma petite météo. Il m'avait vu genre 15 jours plus tard au Cercle de Minuit, il s'était dit c'est quoi cette nana qui vient chez moi une fois, qui se retrouve engagée 15 jours après. Il pensait que j'étais quelqu'un, tu vois, qui avait tout calculé. Donc en bref, il voulait plus entendre parler de moi. Mais moi, je trouvais que c'était une personnalité vraiment intéressante. Donc j'avais d'un côté Moujotte, qui est un type formidable, très bien élevé, très cultivé, mais qui me propose d'animer, je sais pas quoi, un truc débile sur TF1. Et j'ai de l'autre côté Alain, qui me fait sa danse du serpent, tu vois, et qui me dit Nulle part ailleurs. Qu'est-ce que je fasse, moi? Vous acceptez. Ouais. Vous acceptez, sauf que ça se passe très mal. Ah, ça se casse la gueule en 3 mois. Très, très mal. Donc là, vous êtes très star. Quelles ont été les réactions de votre entourage? La famille, elle est papa, fière. maman. Bon, ils sont fiers. Ouais. Et les potes, ils vous charrient un peu du fait d'être sur TF1, d'être sur Canal? Mes potes dans le milieu. Donc mes potes dans le milieu, c'est qui? C'est Tadei, c'est Bec BD, ils sont tous de ma gueule. Mais bon, ça les empêche pas de s'amuser avec moi et de déconner là-dessus le soir, tu vois. Et puis non, c'est... Enfin, tu sais ce que c'est, la télé, quand ça marche et que t'as ta tête en couverture des magazines, t'es respecté. Voilà. Que tu fasses de la merde ou quelque chose de bien, t'es respecté. Et avec les médias, comment ça s'est passé? Pour moi, bien, c'est-à-dire que je refuse à peu près tout. On me dit, tu vas
prendre un avion, tu vas aller poser sur le Walk of Fame à Los Angeles. Et j'en fais non. Ouais. Moi, je vais pas 48 heures à Los Angeles pour poser sur le Walk of Fame, je trouve ça débile. Donc, soit vous me payez 10 jours à LA, je fais plein de trucs intéressants. Et au passage, on va faire la photo sur le Walk of Fame, sinon non. Donc, c'est vrai que je suis pas très sympa avec tous ces gens-là. Ouais. Enfin, je joue pas tellement le jeu. Et l'argent, vous avez gagné de l'argent à cette époque? Beaucoup. Ah oui? Qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai acheté un appartement, tiens. dis donc. Bah ouais, Voilà. comme ça au moins c'est fait, ça. C'est réglé. Tu vois, bah ouais. Ouais. Au niveau mec, ça vous a... C'était une cata. Ah bon? Célébrité fille, quand t'es une fille, la célébrité c'est une cata. Ah bon, pourquoi? Bah, t'as soit les starfuckers qui sont autour de toi, et bon, en général, tu vois, le niveau est quand même pas très élevé. Soit tu peux avoir des types très bien, mais qui envisagent pas de se mettre au bras une fille qui est tous les soirs sur TF1. Voilà. Tu vois, c'est pas possible. Donc en fait, ça ne servait à rien. À rien. À ce niveau-là. À ce niveau-là. C'est les pires années de ma vie. Sentimentalement, c'est les pires années de ma vie. Alors le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi? Je sais pas, j'aurais tendance à te dire, c'était tous les moments où je faisais pas ça, quoi. D'accord, c'est sympa. Les moments où je lisais des livres. Ouais. Il y a eu un mauvais moment, c'est quand il a été évident que ce Nulle part ailleurs, version soir, était un échec, quoi. Ouais. Ça marchait pas. Écoute, ça marchait pas. Non, mais je crois que c'est un peu pire que ça. Je crois que c'est le moment où Messier arrive et décide de tout. Ouais. Voilà, donc il paye un mec très cher, Alexandre Drubini, pour virer tout le monde. Ouais. Bon, c'est pas très agréable, mais en même temps, moi j'ai un contrat magnifique, tu vois, donc je suis pas en danger, quoi. Bah, d'abord, il me redonne une émission pour terminer l'année, quand même. Plus de zapping. Tu vois, l'honneur est sauf. Plus de zapping. Plus de zapping, je coupe mes cheveux, j'enfile des petites vestes propres et c'est parti. Et je le fais vraiment pour terminer proprement. Et puis oui, j'encaisse le chèque et je m'achète un appartement, c'est pas... Ouais, c'est pas mal. Ah, vous dites NPA, ce n'est pas mon échec, c'est celui d'Alain de Greff. Oh, c'est vache ça. Ah bon? Ah ouais, c'est salaud avec le recul. Hein. Ah ouais? Ouais. Vous regrettez d'avoir dit ça? Ouais, parce que je pense pas que ce soit... Aujourd'hui, je pense pas du tout que ce soit l'échec de Greff. Je pense que c'est l'échec de la politique de Canal à l'époque. Ouais. Ça allait bien au-dessus de... Bien au-delà d'Alain, je pense. Hein. C'est peut-être d'avoir cru qu'on pouvait remplacer Antoine Decaune par Thierry Dujon, l'échec, non? C'est possible. Il était particulièrement sinistre, il faut dire, hein, Il notre l'est ami. toujours. Il l'est toujours, hein, ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque? Je suis nostalgique du brin de pouvoir en plus que ça me donnait pour mener à bien mes projets. D'accord. Tu vois? Ouais, d'accord. Ouais, Voilà. Pour faire autre chose. Je sais que la notoriété, évidemment, c'est une porte d'entrée extraordinaire. Hein. Donc il y avait beaucoup de types qui avaient plein d'argent, qui me donnaient plein de sous pour faire des choses dans le milieu de la musique classique, par exemple. Ouais. Ils m'en donnent beaucoup moins aujourd'hui. C'est mon seul regret. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil alors? Ah, écoute, peut-être finalement je quitterais pas TF1, tu vois. Ouais, j'écouterais Couture, Xavier Couture, qui me dit vraiment t'as déconné complètement. Et peut-être qu'à ce moment-là, où vraiment ça marchait très fort pour moi, il aurait fallu que je comprenne que c'était aussi un business, ce machin-là, et que ça pouvait me servir à faire d'autres choses à côté. C'était un boulot, quoi. Ouais. Mais c'était, voilà, je raisonnais pas vraiment comme ça. D'ailleurs, malheureusement, je continue. Trop entière. Voilà. Le jour où vous allez mourir, ouais. Vous voulez qu'on écrive quoi sur votre tombe, Emmanuel? Écoute, quelque chose comme comment faut-il prendre la pente? Oui. Monte et n'y pense pas. Ah, pas mal. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Emmanuel. Merci à toi. Beaucoup. J'accueille Julia Chanel. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le journal du Hard. Pour cette première, on ne se connaît pas encore très bien, mais je vous offre tout de suite un cadeau de bienvenue. Une sélection des filles qui cartonnent sur la planète. 14 actrices approuvées par le public et sélectionnées par notre spécialiste Henri Gigou, qui les a classées en 3 catégories. Les ventes classiques, les beautés naturelles et les lolitas. 14 raisons de se faire une opinion, et plus si affinité. C'est au cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries, que tout le monde en a parlé à retrouver Julia Chanel, l'ancienne star du porno en période de reconversion. Il fait son footing. Ouais, je fais on va dire du sport depuis une vingtaine d'années. Ça permet d'évacuer, de réfléchir, de se remettre bien, quoi. Donc c'est important. C'est pas que physique. Puis en même temps,
J'ai plus non plus, j'ai plus 20 ans non plus, donc il faut aussi que je m'entretienne, quoi. Ça va pas se faire tout seul, quoi. Son corps est toujours son outil de travail, mais désormais Julia la sulfureuse est actrice et chanteuse. Elle vit à Londres et c'est l'enregistrement de son nouvel album qui la ramène à Paris. Pour l'heure, c'est l'inspiration qu'elle cherche dans l'une des librairies les plus en vue de la capitale. Elle réfléchit aux photos du livret qui accompagnera son album. Betty Reims, là par contre, je connais bien puisque j'ai eu la chance de travailler avec elle. J'adore son travail. J'adore tous les livres de photos sur le Mali. Ça, c'est le pays d'Ogon. J'essaie de trouver un petit peu l'univers, quoi, essayer de faire quelque chose de différent. On va faire beaucoup de noir et blanc, des images quand même assez chocs, mais jamais tomber dans la vulgarité, quoi. Ça, j'adore. Ça, c'est le genre de noir et blanc que j'aime. Julia profite également de son passage à Paris pour revoir ses amis. Et aujourd'hui, elle déjeune avec celle qui fut également son attachée de presse. Bonjour. Vue sur l'Arc de Triomphe. Voilà. Ça va un peu plus. Désolée pour le retard. C'est connu, il y a à peu près 13 ans. Ouais, au bain. 22 cheveux. Voilà. Quel genre de femme volontaire, courageuse, surtout très courageuse, persévérante et sensible. Enfin, voilà, vraiment. Je sais ce que je veux. Donc c'est vrai que c'est difficile de déléguer à des gens parce que je suis souvent pas contente. C'est vrai que j'ai appris très vite et très jeune à tout gérer moi-même et j'adore ça en même temps. Et après, je travaille avec des gens où je sais que ça va exactement correspondre à ce que j'aime et où on se connaît très bien. Voilà. Quand on se connaît très très bien, il n'y a aucun souci. Direction Montreuil-sous-Bois, en proche banlieue parisienne, où son manager l'attend pour l'enregistrement de son prochain titre, une reprise. C'est un nouveau single, c'est une reprise d'un morceau des années 80. La chanson est une reprise qui parle d'amour, un tube de Sheila E. She saw him standing in a section marked. If you have to ask, you can't afford the lingerie. Just for him bread instead to make me scream. In the dark, what would he say? Real love is real scary. Money only pays the rent. Pour Julia Chanel, l'heure est venue de poser pour les photos de l'album. Un aérodrome pour décor, un body léger, très léger, et un ventilateur pour un effet maximum. De toute évidence, Julia ne mise pas que sur les textes pour vendre ses nouvelles chansons. Souhaitons à Julia Chanel que son Hot d'or devienne victoire de la musique. Et maintenant, la lumière se rallume sur Julia Chanel. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors Julia, vous êtes née le 3 novembre 1973 à Paris sous le nom de Julia So. C'est ça. Père d'origine malienne. Peul, exactement. Mère normande. Ouais. Alors vos parents sont issus de familles aisées. Votre père, né à Bamako, est arrivé à Paris après son bac pour faire les beaux-arts. Mais sa famille a connu des revers de fortune. Il faut dire aussi qu'il préférait faire la fête que suivre des cours, non? C'est vrai que c'était plutôt une période où ils avaient envie de faire la fête. Ouais. Voilà. Vos parents étaient assez inadaptés à la vie. Hein. C'était des artistes un peu bohèmes. Oui, mon père surtout. Ouais, ils étaient passionnés, mais un peu autodestructeurs quand même. Bah, disons qu'ils ont préféré privilégier leurs relations intimes plutôt que celles avec leurs enfants. Voilà. Alors votre mère, elle picolait, non? Oui. Des fois, elle disparaissait plusieurs jours, elle revenait. Oui, c'était assez fréquent, des sortes de fugues auxquelles on s'habitue, à force on s'habitue. Au début, c'est un petit peu déstabilisant, puis après, ça fait partie du quotidien. Donc, Et votre père était violent avec elle? Oui, ça arrivait. Ça arrivait. Alors, quand vous naissez, ils ont déjà plusieurs enfants.
qui sont placés à la DAS ou dans les familles d'accueil. Et vous êtes la seule qu'ils ont élevée, quoi. Ouais, la seule qu'ils ont gardée, la dernière. Ouais. Bon, bah voilà, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu d'explication. Enfin, je crois que je suis passée entre les gouttes, hein, quand même, ouais. Alors voilà, un jour pendant les vacances, vous voyez votre mère se faire sauter par un voisin. Voilà, c'est des choses dont j'ai parlé dans mon livre, parce que dans le livre, ça fait partie de toute ma vie, et évidemment, il fallait en parler pour expliquer peut-être des choses qui se sont passées après, et dans mes choix, mais d'accord. Voilà. Alors, quand vous naissez, vos parents occupent une chambre de bonne à 250 francs par mois, passage Ramée dans le 18e. Ensuite, ils déménagent dans une HLM à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. C'est là que vous grandissez. Encore à mon époque, la Seine-Saint-Denis, c'était pas encore la Seine-Saint-Denis d'aujourd'hui. C'était encore assez paisible. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais on pouvait y vivre quand même pas trop mal, quoi. Alors, le drame de votre enfance, c'est quand votre frère Laurent, qui était un petit peu votre ange gardien, se jette par la fenêtre du 7e étage. Pourquoi? On ne sait pas, enfin, on n'a jamais su, parce qu'il n'y a pas eu d'explication, mais ouais, ça a été très très dur, parce que c'est moi qui l'ai appris en premier. C'est moi qui ai dû l'annoncer en fait à mes parents, enfin à toute la famille. Donc c'était à 17 ans, c'est un peu dur. Mais bon, enfin, disons que je l'ai accepté en me disant qu'il était mieux comme ça, c'est ce qu'il souhaitait. Donc voilà, il a fallu juste respecter sa volonté, quoi. Alors pour vous aussi, le monde est dur parce que vous devez vous construire toute seule et éviter les pièges qui guettent les jolies filles dans les cités. Ouais. Bah, à cette période-là, ça allait encore parce que j'étais un garçon manqué jusqu'à 18 ans. Voilà, jusqu'à 18 ans. J'avais beaucoup de mal à accepter ma féminité, donc je cachais tout. Je cachais mes fesses sous des pulls, je cachais mes seins, je parlais comme un garçon, j'avais une démarche de garçon. Je voulais surtout éviter d'avoir une interaction justement avec les garçons. Très tôt, vous découvrez le pouvoir que votre beauté exerce sur les hommes. Vous décidez de vous en servir, vous êtes ambitieuse, vous êtes volontaire. Et rapidement, le cinéma porno vous apparaît comme un moyen d'échapper à votre milieu et connaître une ascension sociale rapide. Oui, c'est vrai. C'est ce qui s'est présenté, ça a été ça, comme j'aurais pu faire autre chose. Et comme je suis pas peureuse, assez téméraire, et que j'aime bien faire des choses un petit peu décalées, je l'ai fait. J'ai foncé tête baissée, mais c'était pas irréfléchi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans la période où j'ai fait des films, c'était calculé, pensé. Voilà, il y avait une vraie stratégie, entre guillemets, derrière. Quoi. Vous n'étiez pas une victime, quoi. Non. À ce moment-là, Julia So va devenir Julia Chanel. Et vous débutez comme mannequin de charme en posant pour une marque de maillot de bain. Ensuite, des magazines érotiques, Playboy, Penthouse. Vous dites à 18 ans, je n'aimais pas mon corps, je le trouvais trop formé, avec une trop grosse poitrine, des trop grosses fesses. La photo a été comme une thérapie qui m'a permis d'accepter mon physique et j'ai fini par me plaire. Ça m'a donné la confiance, puisque forcément, quand on pose devant un objectif, on commence à s'aimer. Donc ça a bien marché. Alors, le premier porno que vous tournez, c'est dans la boîte échangiste d'Alban Serré. Oui. Et en fait, vous l'aviez vu, Alban Serré, dans un film porno. Enfin, ma première scène, ça se passait au Clos, qui était la boîte d'Alban Serré à l'époque. Et donc, quand je suis arrivée, il a ouvert la porte et je suis tombée nez à nez avec sa tête. Je me suis demandé, mais je l'ai déjà vu quelque part. Et c'est après que je me suis rappelé que je l'avais vu étant petite, quand j'avais surpris le voisin qui est à côté, qui nous prêtait la maison, en train de regarder un film avec Alban Serré. Donc ça faisait tout un truc assez bizarre. Alors là, évidemment, vous gagnez 7000 francs en une journée, c'est énorme, hein, parce que voilà, vous vivez dans un HLM, vous rêvez d'être célèbre, vous rêvez d'une vie de strass et de paillettes. Et le X représente pour vous un tremplin social incroyable. Comme un autre. Comme un autre. Comme le rock'n'roll ou la boxe. Oui, c'est en même temps, bon, c'est vrai que c'est atypique, mais bon, si après tout dépend comment on le fait. Si on sait pourquoi on le fait, si on maîtrise, qu'on n'est pas victime, il n'y a pas de, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous dites le sexe m'intéressait pas plus que ça, parce que vous n'étiez pas spécialement excité, quoi. Non, c'était, quand je travaillais, quoi. J'étais pas là pour m'envoyer en l'air, donc. Je travaillais, je serrais la main et je rentrais chez moi. Après qu'il soit essuyé les mains, évidemment.
Vous dites le premier tournage, j'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait en fait. Non, j'ai pas réalisé parce que ça a été très très vite. Donc c'est après coup. Ouais. Quand je suis retournée à la fac, je me suis dit bon. Quand même. Alors au début, vous pensiez faire qu'un film, et les filles nouvelles sont très demandées évidemment dans le porno. Et puis alors vous avez des propositions qui vous intéressent, et puis vous continuez. Les propositions sont arrivées de tous les côtés, et puis finalement je suis partie tout de suite aux États-Unis. Ouais. Et puis en fait la majeure partie de ma carrière elle a été faite là-bas, quoi. C'est ce qui vous a rendu mondialement célèbre. Ouais. Vous dites, tout ce dont je rêvais, le X me l'a permis, voyager, vivre dans des endroits sublimes, luxueux, participer à d'immenses fêtes. Effectivement, j'ai eu accès à tout ça, mais ça peut paraître un peu peut-être fou, mais l'ambition première, quand j'ai fait ça, c'était quand même pour arriver à une passion. Ouais. Et ma passion, c'était la musique. Ouais. Donc c'était peut-être un peu fou de dire qu'en passant par le X, j'arriverai à la musique, mais finalement, c'était pas si fou que ça. Alors en 18 mois, vous allez tourner 140 films. Ouais. En Europe, aux USA, avec les meilleurs réalisateurs du monde. Et là, vous rencontrez Rocco Siffredi. Oui. Vous êtes tombée amoureuse, hein? Non, disons que quand on rentre dans ce milieu-là, tout le monde était là. Rocco, c'était un peu c'était un peu le dieu, quoi. C'était le Alain Delon du porno, quoi. Alors, en 93, malgré la proposition du studio américain Vai Vid, vous mettez un terme à votre carrière. En fait, vous partez faire un reportage au Congo-Brazza sur le sida pour votre vidéo. Ouais. Et là, vous dites, j'ai vraiment eu une peur atroce, quoi. Je me suis retrouvée aux côtés de malades du sida, en fait. Ouais. Mais vraiment comme ça, quoi. Et en plus, pas des malades qui étaient dans des beaux hôpitaux où il y a le confort et tout. C'était vraiment dans des conditions atroces. C'était des bébés. J'ai vécu ça pendant 15 jours. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait peut-être arrêter de jouer à la roulette russe et que c'était une maladie atroce. Surtout à mon époque, le préservatif n'était pas du tout de rigueur sur les plateaux. Ouais. Donc, quand on y pense, c'était quand même super risqué, quoi. Et d'être passé entre les gouttes, c'est miraculeux. Ouais. Certains acteurs qui avaient des certificats médicaux pouvaient être douteux, bidons. Oui, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Il n'y a qu'une seule protection qui soit réelle, c'est le préservatif, il n'y en a pas d'autre. Alors vous dites, j'étais trop angoissé, ça devenait impossible de tourner. J'ai essayé de rallier tous les producteurs, tous les acteurs, à dire voilà, venez, on se met tous ensemble, on dit qu'on refuse de tourner s'il n'y a pas de préservatif. Et finalement, je me suis retrouvée toute seule. Ah oui. Donc j'ai dit bon ciao. Voilà, et j'ai arrêté. C'est comme ça que j'ai arrêté. Et vous avez des copines qui ont chopé le DAS? Des copines, non, mais des gens, des actrices que je connaissais de nom comme ça, oui. Il y en a eu pas mal. Là, vous arrêtez le X, donc? Ouais. Sans regret? Sans regret. Sans regret? Aucun. Et vous présentez le journal du Hard. Alors là, déjà, vous aviez votre célébrité du porno. C'est une nouvelle célébrité qui s'offre à vous. Comment a réagi votre entourage quand vous avez eu cette notoriété? En fait, au début, toute la période où j'ai tourné, je n'avais pas de contact avec les gens de mon entourage parce que j'avais tout fermé, j'avais tout coupé. Je voulais pas avoir à m'expliquer. Vos parents le savaient? Oui, ils savaient, mais on n'avait pas de contact. D'accord. Donc je me suis mis comme dans une bulle. J'ai fait mes trucs et après, une fois que je suis sortie du milieu, là, j'ai commencé à reprendre contact avec les gens. Quelles ont été vos relations avec les médias à cette époque? J'ai jamais eu de soucis avec les médias réellement parce que je sais pas, peut-être que j'avais une image assez bonne, ils n'avaient pas trop envie de me taper dessus. Et puis peut-être qu'ils n'avaient pas non plus trop de raison puisque j'ai toujours assumé ce que je faisais. Vous avez gagné de l'argent? On fait pas ça pour devenir richissime, c'est plus pour essayer d'en faire quelque chose après. Parce que c'est pas le cinéma traditionnel, c'est pas les mêmes cachets, ça n'a rien à voir. Alors l'amour, comment ça s'est passé dans tout ça? L'amour? Oui, parce que quelqu'un qui sort avec vous, quand même, il doit se justifier. On lui dit, t'es avec Julia Chanel, donc le mec doit expliquer qu'en fait, vous êtes une fille formidable, etc. Ah oui. Comment ça s'est passé? Je dois dire que j'ai quand même, pour l'instant, toujours eu de la chance. Surtout à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un qui m'a épaulée pendant toute la période où je travaillais. Et encore après, quand j'ai arrêté. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'avoir quand même un soutien, parce que j'avais personne sinon. Et puis, par la suite, j'ai quand même en général jamais eu trop de problèmes. Je suis quand même tombée sur des personnes qui n'avaient pas trop peur d'assumer
Même si, à la limite, ça me gênait plus moi pour eux. Je disais, t'es sûr, ça te fait pas chier c'est dur. Je rencontre ta mère, peut-être pas. Et voilà, après... Mais de toute façon, les choses, elles sont déjà sur la table. Donc, ça n'a pas rebuté des hommes dont vous étiez amoureuse? Non. Quel était le meilleur moment de toute cette époque, l'époque du hard? Je dirais c'est toute ma période aux États-Unis, en général. Parce que déjà, je découvrais l'Amérique. Je suis arrivée là-bas, je parlais pas un mot d'anglais. J'étais toute seule. C'était quand même, à 18 ans, se retrouver en Californie toute seule. J'ai eu des très bons souvenirs quand même. Et le pire moment? C'était sur un tournage en Italie, où c'était juste, où je me suis barrée carrément, quoi. Je voulais pas tourner avec les gens qui étaient là. Voilà, il y avait une ambiance qui était juste pas agréable. Et, on vous demandait des choses que vous n'aviez pas envie de faire? Quand on me demandait des choses que j'avais pas envie de faire, je les faisais pas. C'était simple. C'était non, quoi. Et je voulais pas être une serpillière, quoi. Il vaut mieux. Alors ensuite, bon, le journal du hard, ça vous ennuie un peu. Vous voulez pas être une potiche qui vient en prompteur. Vous dites, on ne me laissait rien faire. Exactement, parce que moi j'étais venue avec l'idée d'amener des choses, de faire une émission un peu dynamique et tout. Je trouvais que c'était plan-plan, donc j'avais dit, on faut faire un truc un peu plus jeune, mélanger sexe, mais plus funky, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui était prévu. Donc je me suis retrouvée à lire un prompteur. Je pouvais même pas changer 3 lignes. Bon, c'était un peu pénible. Et donc, basta. Et je suis repartie sur MCM où là, j'étais... C'était la bonne époque de MCM, absolument. Super, Vous avez fait des shows aussi dans des clubs? Oui, partout, en Europe, partout. Je suis allée partout, même au Japon. Et alors, il y a un incident assez symbolique de votre changement de vie, c'est l'incendie. C'est-à-dire que là, il y a un incendie chez vous et tout ce que vous aviez accumulé, ce que vous appelez votre butin de sexe... parti en fumée. C'est fou. Non, c'était bien, ça faisait un peu comme une sorte de purification. C'était un peu pour enlever le passé et puis repartir sur des nouveaux... Enfin, pas enlever parce qu'il sera toujours là et ça fait partie de moi, mais pour repartir sur des nouvelles bases, quoi. Puis avoir ses DVD, ses cassettes, toutes ces photos, les awards, les machins, partis en fumée, c'était pas plus mal, quoi. Mais c'était grave cet incendie, non? Vous auriez pu mourir. Ils m'ont sauvée à, je sais pas, à 1 minute près, j'étais morte, quoi. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de la grande époque? Ah non, moi je suis nostalgique de rien du tout, parce que ma vie, la vie que je rêvais d'avoir, c'est maintenant que je l'ai. C'est quand je chante, quand je suis en studio, c'est ça, j'ai rêvé de ça depuis que j'ai 5 ans. Vous avez de la rancune contre certaines personnes de cette époque, non? Absolument pas. Du tout. Aucune. Aucune rancune? C'est pas bon la rancune. Oui. C'est pas bon. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je n'aurais pas fait ma carrière en France. Je l'aurais fait uniquement aux États-Unis. Voilà. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Julien? Elle était drôle. Puis très belle, surtout. Voilà. On pourrait écrire ça aussi. Merci. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci Julien. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.